22 août 1485, Angleterre. C'est la fin de la bataille de Bosphore. Un cycle tout entier, le Moyen-Âge anglais s'achève, laissant une terre exsangue ravagée par la misère d'un peuple, dévasté par la peste noire et des générations de guerres incessantes. Le pays est en proie à de grands bouleversements sociaux. Le système féodal qui a dominé l'Angleterre depuis près de 500 ans est à bout de souffle. Le pouvoir de la noblesse fractionnée s'est tari. Des cendres de Bosphore émerge celui qui fera naître un nouveau monde, une véritable renaissance à son pays. Cet homme s'appelle Henri, 7e roi à porter ce nom, qui inaugure l'avènement de sa propre dynastie, les Tudors. On le revêt de la couronne du dernier souverain d'Angleterre à être tombé sur un champ de bataille. Richard III de la maison d'York n'est plus. Avec lui, l'ancien monde s'effondre et le nom d'une puissante dynastie s'éteint. Une lignée qui a dominé tout un empire dont l'influence s'est étendue en Angleterre, en France, en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse et en Bretagne. En eux coule le sang des guerriers anglo-saxons, des Francs, des Normands, des Germaniques et des guerriers vikings. Ses membres ont été comtes d'Anjou, comtes du Maine et de Touraine, ducs de Normandie, ducs d'Aquitaine, ducs de Bretagne, rois d'Angleterre et un temps rois de la moitié de la France. Leurs intrigues et leurs luttes pour le pouvoir au jeu des trônes sont à l'origine d'une ère de conflit qui a ravagé la moitié de l'Europe de l'Ouest durant presque 4 siècles. 2 guerres de 100 ans les ont opposés aux rois français capétiens et valois, leurs ennemis séculaires. Après une apogée exponentielle, leur empire va stagner essentiellement en Angleterre, puis en plein second âge d'or, leur lignée directe s'éteint. 2 branches cadettes vont s'entretuer au cours d'une guerre civile fratricide qui s'achèvera finalement par l'anéantissement de leur héritage et leur propre défaite. Des hommes d'exception vont se succéder. Foulques V d'Anjou le Jeune, Geoffroy V Plantagenet le Bel, Henri II Plantagenet Courmanteau, Richard Ier Cœur de Lion, Jean Santerre, Henri III Plantagenet, Édouard Ier Plantagenet, marteau des Écossais, Édouard II Plantagenet, Édouard III Plantagenet, Richard II Plantagenet, Henri IV Bolingbroke Plantagenet de Lancaster, Henri V Plantagenet de Lancaster, Henri VI Plantagenet de Lancaster, Édouard IV Plantagenet d'York, Édouard V Plantagenet d'York et Richard III Plantagenet d'York. Mais également des femmes hors du commun comme Mathilde l'Emperesse, Aliénor d'Aquitaine, Isabelle d'Angoulême, Isabelle la Louve de France, Élisabeth de Woodville et Élisabeth d'York. Ceci est l'histoire d'une prestigieuse dynastie légendaire dont le destin changea le monde médiéval. Celle d'un empire érigé par la puissance d'une seule famille, la maison Plantagenet. La Neustrie, à Saint-Clair-sur-Epte, automne de l'année 911 de notre ère. Plus de 200 ans avant la naissance de l'Empire Plantagenet, c'est une ère de chaos. Depuis des décennies, un peuple venu du Nord, poussé par sa soif d'aventure, par le commerce et par sa propre quête de survie, ravage les terres de Francie. Ce sont les guerriers vikings. À la présente époque, ceux installés en Neustrie sont menés par un chef de guerre, Rollon le Marcheur, qui a fait des côtes de la Manche et de la mer du Nord son terrain de pillage. Ces troupes sont péniblement repoussées de Paris et de Chartres par le roi des Francs, Charles III le Simple,
qui voit à la fin de l'été une possibilité de négocier avec lui. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte offre à Rollon la cession des territoires compris entre Rouen et la mer en contrepartie de mettre fin aux raids répétés et de l'abandon de la religion païenne de son peuple au profit de sa conversion au christianisme. C'est la naissance officielle du duché de Normandie, littéralement la terre des hommes du Nord, dont Rollon, désormais rebaptisé Robert le Riche, devient le premier duc. Petit à petit, son peuple limite jusqu'à ne plus faire qu'un avec leurs anciens ennemis les Francs. Lui succède son fils Guillaume Ier Longue-Épée, en tant que duc et jarl des Normands. Puis c'est au tour de son petit-fils Richard Ier le Sans-Peur, suivi de leurs propres descendants, Richard II l'Irascible, Richard III, Robert le Magnifique. Ce dernier ne prend pas d'épouse officielle, mais une de ses concubines, Arlette de Falaise, donne naissance à son premier enfant, un garçon qu'ils appellent Guillaume en hommage à son ancêtre. Mais Guillaume, étant né d'une relation hors mariage, sera davantage connu comme étant Guillaume le Bâtard plutôt que comme Guillaume II de Normandie. Une crise de succession en Angleterre met au tapis la maison régnante de Wessex. Après une campagne des plus glorieuses, Guillaume, le Bâtard de Normandie, devient Guillaume Ier le Conquérant, roi d'Angleterre. Il arbore le blason des Normands, un champ rouge dit de gueule à 2 léopards d'or. Le léopard, qui désigne aussi bien le lion en héraldique, symbolise la force, le pouvoir et la noblesse. Il restera l'emblème à jamais lié à la maison des Normands et à celle des Plantagenets. En migrant en Angleterre, Guillaume le Conquérant importe outre-Manche le système féodal en construction. La noblesse anglo-saxonne est progressivement évincée au profit des nouveaux barons normands qui étendent leur pouvoir. En parallèle, de l'autre côté de la mer, les futurs Plantagenets vont naître de l'union de 2 familles héritières de la vieille noblesse franque. La maison du vicomté de Châteaudun et la maison du comté d'Anjou. Les Ingelgériens, aussi nommés Maison Foulques-Geoffroy d'Anjou, en raison de la récurrence de ces 2 prénoms attribués systématiquement aux fils et aux petits-fils. Au XIe siècle, Geoffroy de Ferréol, héritier du vicomté de Châteaudun, ainsi que du comté de Gâtinais de par sa mère, épouse Ermengarde Blanche d'Anjou, fille de Foulques III le Noir, comte d'Anjou. Le frère aîné d'Ermengarde, Geoffroy de Martel d'Anjou, a subi une défaite après s'être rebellé contre son propre père. Ironie du sort, il tente de s'emparer du Maine, mais échoue entre autres en raison du soutien que Guillaume le Conquérant apporte à ses ennemis. Geoffroy II est excommunié, renonce à ses titres et possessions pour devenir un simple moine. Ermengarde d'Anjou est donc désormais la dernière héritière de son père. Elle et Geoffroy II de Gâtinais ont 3 enfants, une fille, Hildegarde, et 2 fils, Geoffroy III le Barbu et Foulques IV le Querelleur. Les fils d'Anjou se partagent les terres de leur oncle maternel Geoffroy de Martel. Ils ont en leur temps à gérer des querelles avec les duchés d'Aquitaine, de Normandie, et se font même la guerre entre eux à plusieurs reprises. En 1068, l'aîné est vaincu par le cadet. Séquestré pendant plus de 20 ans, Geoffroy III meurt fou et délaissé dans la prison de Chinon. Ces luttes fratricides illustrent bien l'aspect des conflits féodaux sans fin, résultant de l'ambition de tel ou tel seigneur à accroître la puissance de sa suzeraineté, mettre la main sur toujours davantage de pouvoir grâce au complexe jeu des trônes, d'alliances politiques, de mariages arrangés, de serments d'allégeance de vassaux et, si cela ne suffit pas, par la guerre. Cette manière d'agir est la conséquence directe des dysfonctionnements de la structure même du système féodal. Elle sera le moyen, pour la famille Plantagenet, d'être à l'origine de la naissance de leur empire, de leur expansion, de leur force, de leur puissance, mais cela sera également la cause de leur propre destruction. Foulques IV d'Anjou le Querelleur prend la tête de sa maison. Il a montré lors de la guerre qu'il opposait à son frère qu'il était un homme très intelligent, calculateur, ambitieux et surtout prêt à tout pour arriver à ses fins. Il se marie 3 fois.
Sa première femme, Hildegarde de Beaugency, lui donne une fille, Ermengarde d'Anjou, avant de décéder. Sa seconde, Ermengarde de Bourbon, lui donne un fils, Geoffroy IV Martel d'Anjou, avant d'être elle-même répudiée et remariée. Deux autres femmes se succèdent, avant d'être elles aussi tour à tour répudiées. La cinquième, Bertrade de Montfort, lui donne un autre garçon, Foulques V d'Anjou le Jeune. La manière dont il tire habilement avantage de ces divers mariages et les répudiations de ses épouses ne font que démontrer la perfidie dont il peut faire preuve dans l'unique but d'accroître son pouvoir. Geoffroy IV est un caractère à l'opposé de son père, aussi droit, loyal et doux que Foulques IV est brutal et fourbe. Il obtient le soutien de plusieurs seigneurs angevins. Nommé co-comte d'Anjou et de Tours, la Touraine ayant fini par basculer du côté des Algériens après des années de complot contre la maison de Blois, il finit assassiné en 1106. Bien que cela ne soit pas clairement établi, on suppose que Foulques IV a pu commanditer lui-même son meurtre pour se débarrasser d'un fils de plus en plus populaire et gênant. Il ne lui survit que 3 ans. Le vieux comte décède en 1109, laissant les rênes à son cadet. La France est alors sous le règne de Louis VI le Gros. La première croisade, également appelée croisade des barons, est en cours et a vu de nombreux volontaires féodaux chrétiens partir à la délivrance de la Terre Sainte. Élevé à la cour du roi et resté dans ses bonnes grâces, Foulques V ressemble beaucoup à son demi-frère et possède le même caractère. Il est très bien conseillé et concentré sur la consolidation de la puissance de ses fiefs malgré ses 15 ans en 1109 lorsqu'il touche son héritage. Foulques V épouse en 1110 Érembour d'Humaine, fille unique d'Élie Ier d'Humaine qui décède la même année. La maison Foulques Geoffroy d'Anjou voit donc le rattachement définitif du comté d'Humaine à son héritage. Ils ont ensemble 4 enfants, Geoffroy V d'Anjou le Bel, Élie II d'Anjou, Mathilde Alice d'Anjou et Sibylle d'Anjou. Foulques V le Jeune tente de trouver un équilibre dans les jeux d'alliance qui le lient autant à Louis VI qu'aux héritiers de Guillaume le Conquérant. Le premier roi d'Angleterre de la maison normande a eu 7 filles ainsi que 4 fils. Robert II Courteheuse, duc de Normandie, parti en croisade. Richard, décédé à 20 ans accidentellement en cours de partie de chasse. Guillaume de Leroux, décédé dans les mêmes conditions que son frère 25 ans plus tard. C'est donc le 4e Henri Ier Beauclerc qui est couronné en l'an 1100. Henri Ier a de nombreux enfants, 2 légitimes, Mathilde et Guillaume Adelin, le prince héritier, ainsi qu'une douzaine de bâtards, dont Richard de Lincoln et Robert de Gloucester. Sa fille Mathilde est fiancée à Henri V, saint empereur romain germanique en 1114. Le roi d'Angleterre possède toujours un pied dans le royaume de France grâce à la Normandie. Henri est soucieux de préserver une bonne entente avec ses voisins angevins et propose en 1113 à Foulques V d'Anjou de marier sa fille Mathilde Alice d'Anjou, âgée de 9 ans, au prince d'Angleterre Guillaume Adelin. Mais en 1120, celui-ci, à peine âgé de 17 ans, périt en mer quelques mois plus tard au cours du naufrage de son navire, la Nef Blanche. C'est une tragédie pour Henri Ier qui perd son fils et seul héritier mâle légitime. 1125. C'est au tour de l'empereur Henri V de trépasser à 38 ans, sans héritier. Dans le Saint-Empire romain germanique, le souverain est élu, et c'est le duc de Saxe, Lothaire de Supplinbourg, qui lui succède. N'ayant eu aucun héritier et désormais sans pouvoir, la veuve, Mathilde l'Emperesse, encore très jeune, n'a guère plus d'emperesse que le titre. Henri Ier a alors 57 ans et doit penser à une stratégie pour sa succession. L'Angevin Foulques V, soucieux de ne pas laisser lui échapper non seulement la paix avec la Normandie, et désormais la possibilité de l'inclure en plus de l'Angleterre à son propre patrimoine familial, profite de l'urgence pour préserver le plus beau et juteux parti d'Europe de l'Ouest. Il propose son fils aîné, Geoffroy V, à Henri Ier comme époux. Le 1er janvier 1127, il somme tous ses barons de prêter serment envers sa fille Mathilde afin qu'ils la reconnaissent comme son successeur légitime. Le 17 juin 1128, Geoffroy V épouse officiellement Mathilde l'Emperesse, de 11 ans son aînée. Le jour même de la cérémonie, Foulques V
désireux de se joindre à l'expédition d'Orient, prend la croix et cède ses fiefs et titres à son fils, quittant la France pour la Terre Sainte, où il épousera Mélisande de Jérusalem, fille de Baudouin II, vétéran de la première croisade, devenu par la suite roi de Jérusalem. Tout semble aller pour le mieux. Foulque V est promis à devenir roi de Jérusalem. De son second mariage, il a 2 enfants avec Mélisande, les futurs Baudouin III et Amaury Ier, qui lui succéderont au trône de Jérusalem. Son fils aîné est désormais non seulement comte d'Anjou, du Maine et de Touraine, mais également sur le papier futur duc de Normandie et roi consort d'Angleterre. Son union signe une paix durable avec les héritiers de Guillaume le Conquérant. Mathilde n'est pas insensible à la personnalité de son mari. À 15 ans, il est vertueux comme l'était son père. Déjà d'une stature impressionnante et fort beau jeune homme, il se caractérise également par l'habitude qu'il a de porter à son chapeau une branche de genêt. Il en gagnera un surnom, Plante Geneste, qui deviendra par la suite Plantagenet. Ce qui n'est encore qu'un sobriquet personnel, sera également adopté par son fils, puis deviendra le nom de famille officiel de tous les héritiers de sa lignée. Le mariage de Geoffroy et Mathilde marque véritablement la naissance de la maison Plantagenet. L'empire personnel de Geoffroy, composé de 3 comtés, couvre déjà quasiment la même superficie que certains duchés comme la Bretagne, la Bourgogne, la Gascogne ou la Normandie. Geoffroy cherche à marquer les esprits par sa puissance. En effet, le XIIe siècle voit émerger plusieurs chroniques et romans de chevalerie ayant pour thème ce que l'on appellera la matière de Bretagne. Grâce à un astucieux coup de propagande, il va bâtir sa propre légende. Les Plantagenets se clament comme étant les dignes héritiers du mythique roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. L'épée qu'Henri Ier Beauclerc lui aurait remis lors de son mariage serait même selon ses dires la célèbre Excalibur. Entre 1131 et 1133, le roi Henri Ier exige une nouvelle fois une confirmation du serment d'allégeance envers sa fille, notamment de la part de son neveu Étienne de Blois. Celui-ci, comme bien d'autres grands féodaux anglais, voit d'un très mauvais œil ce petit comte angevin orgueilleux dont les ancêtres étaient les ennemis des Normands et dont la future descendance lui raflera l'héritage de son grand-père, Guillaume le Conquérant. Il fait néanmoins mine de prêter l'hommage lige à sa cousine. D'autant que naît le 5 mars 1133 le premier enfant de Geoffroy et Mathilde. C'est un petit garçon robuste qui hérite du prénom de son illustre grand-père, ainsi que du surnom de son père, Henri Plantagenet d'Anjou. Ils auront 2 autres fils, Geoffroy VI Plantagenet d'Anjou et Guillaume Plantagenet d'Anjou. Geoffroy V aura également 3 enfants bâtards, dont Hamelin d'Anjou et 2 filles, M et Marie. Henri Ier est ainsi comblé. Les jours de sa lignée ne sont plus en danger puisqu'après sa fille, son petit-fils tant désiré héritera de l'Angleterre et d'un 5e considérable de la France. Mais il lui faudra encore bien des années avant de devenir Henri II d'Angleterre. Son grand-père ne le connaîtra que quelques mois. Henri Ier Beauclerc meurt en décembre 1135, vraisemblablement d'une intoxication alimentaire. Aussitôt, un conseil de régence est convoqué. Les barons vassaux jurés de Mathilde l'ont tous reconnue comme héritière. La transition devra n'être qu'une formalité. Mais son cousin Étienne de Blois, ayant eu vent de la nouvelle de la mort de son oncle, se hâte de marcher sur Londres pour s'emparer du trône. Depuis longtemps déjà, il œuvre en secret à conspirer contre Mathilde, scrutant le bon moment pour passer à l'action, en cherchant à gagner le soutien de plusieurs seigneurs mécontents de voir l'angevin Geoffroy Plantagenet accéder au rang de roi consort. Allant jusqu'à calomnier sa femme qu'il accuse de débauche sexuelle et d'adultère, faisant de lui un héritier bien plus digne en tant que petit-fils de Guillaume le Conquérant. Il se proclame aussitôt héritier du trône. Par chance, il a le soutien du peuple, d'une majorité des barons non seulement anglais mais également normands, ravissant par là même le duché de Normandie à son rival. Ce coup d'État, emporté avec succès, ampute le tout jeune empire plantagenet des 4/5 de sa superficie. C'est le début de la guerre civile anglaise, plus communément appelée l'anarchie, qui durera 15 ans. Geoffroy donne priorité à la reconquête de la Normandie. Les Plantagenets, encore communément appelés les Angevins,
peine à obtenir la fidélité de tous les seigneurs normands. La Normandie est divisée entre les partisans de Mathilde et entre ceux d'Étienne. De multiples tentatives d'alliance, de trahison et de batailles vont semer un chaos terrible en Angleterre et en Normandie. L'usurpateur Étienne Ier, désormais couronné, se présente en 1137 à son homologue Louis VI le Gros afin de rendre l'hommage pour le duché de Normandie. Celui-ci se montre étonnamment des plus neutres vis-à-vis du conflit qui l'oppose aux Angevins. Il appuie toutefois la négociation d'une trêve de 2 ans entre les deux parties. 2 ans pendant laquelle les deux camps déplacent leurs pièces sur l'échiquier. Robert de Gloucester, demi-frère bâtard de Mathilde, prend le parti de sa sœur après s'être brièvement tourné vers Étienne. Il tient les places fortes stratégiques de Caen et de Bayeux. C'est alors que les partisans d'Étienne tentent de les en chasser. En 1138, à la tête d'une armée de mercenaires, ils parviennent à les acculer jusqu'à ce que certains battent en retraite en Anjou. Ils s'en retournent ensuite sur Caen qui leur résiste. Le siège ne parvenant pas à aboutir à une capture de la cité, les mercenaires mettent à sac les campagnes. Geoffroy et Robert de Gloucester regroupent de nombreuses forces et lancent en 1141 une campagne victorieuse sur la Normandie. Dans le même temps, l'Angleterre fait face sur sa frontière nord aux Écossais, qui profitent de l'anarchie pour effectuer des incursions dans le pays. Étienne se révèle finalement un bien piètre souverain dont de plus en plus de fidèles et de membres de l'Église changent de camp au profit de Mathilde. En février 1141 a lieu la bataille du château de Lincoln. La situation se retourne enfin pour les Plantagenets. Étienne est défait et capturé. Mathilde est proclamée par l'Église Dame des Anglais. Après la fin de la campagne de Normandie, elle est également proclamée en avril 1141 Dame des Anglais et des Normands. On prévoit alors son couronnement, mais les partisans d'Étienne l'attaquent par surprise, l'obligeant à fuir avant le couronnement. Mathilde se replie sur Oxford, quelques barons et membres de l'Église trahissent de nouveau les Angevins. C'est reparti pour Geoffroy Plantagenet, qui perd de nouveau le contrôle jusqu'à la bataille de Rouen le 19 janvier 1144. La ville est capturée et Geoffroy, enfin intronisé duc de Normandie. Il rend l'hommage lige au nouveau roi de France, Louis VII le Pieux. La pacification de la Normandie l'occupe jusqu'à la fin de sa vie, à tel point qu'il ne peut quasiment pas prêter assistance aux campagnes de son épouse. Geoffroy ne réalisera malheureusement pas le rêve de son père Foulques V de voir son héritier, roi consort d'Angleterre de son vivant. Alors qu'il se baigne à Château-du-Loir, dans son comté du Maine, son corps est victime d'un brusque refroidissement. Il s'éteint âgé d'à peine 38 ans le 7 septembre 1151. Il laisse à ses 3 fils l'Anjou, le Maine, la Touraine, ainsi qu'une Normandie plus stable. Mathilde, quant à elle, réalise qu'elle ne sera probablement jamais couronnée reine et laisse son fils aîné poursuivre la quête de revendication pour lui-même. L'anarchie anglaise n'est pas encore terminée. La tâche de réunifier l'Angleterre et la Normandie à l'Empire angevin est désormais dévolue à celui dont on se souviendra comme l'un des plus grands rois que son pays n'ait jamais connu, Henri II Plantagenet.